Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la pression monte sur le chef de l'État face à la multiplication des crises sociales, économiques et sécuritaires. Paul Biya insiste sur l'urgence de finaliser la mise en œuvre des grands projets structurants, également trouver des solutions urgentes à la crise anglophone. Le chef de l'État a réitéré ses instructions de réduction du train de vie de l'État au gouvernement. C'était lors du conseil ministériel qui s'est tenu ce matin au Palais de l'Unité. 2 ans après les assises du même genre, l'irrégularité dans la tenue de ce conseil ministériel suscite des critiques au sein de l'opinion publique. Vous écouterez des acteurs économiques et politiques se prononcer à ce sujet dans ce journal. Sénatorial 2018, le destin des candidats RDPC dans la région de l'Ouest est entre les mains du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur l'un des candidats controversés appelés à se présenter lors de la prochaine audience du contentieux préélectoral, dont la toute première s'est tenue ce jour. La quintessence et compte rendu de cette audience est à suivre en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, le destin des candidats RDPC au sénatorial dans la région de l'Ouest est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Cette instance a exigé la comparution du candidat controversé lors de la prochaine audience du contentieux préélectoral prévu lundi prochain, le SDF qui conteste l'existence légale de l'un des candidats RDPC dans la liste qui a été donc rendu public pour être en compétition pour les RDPC dans la liste qui a été donc rendu public pour être en compétition pour les 7 sièges de sénateurs dans la région du littoral. De son côté, l'UNDP a désisté à la dernière minute lors de cette première audience du contentieux préélectoral qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Compte rendu, Gizogo. Il faudra attendre le 19 mars prochain pour être fixé sur le sort réservé à la liste du RDPC au sénatorial 2018 dans la région de l'Ouest Cameroun. Le Conseil constitutionnel a opté pour un avant-dire droit au sujet de la requête du SDF qui sollicitait que la liste du RDPC soit invalidée du fait du caractère fictif du candidat Joseph Téni Détio. Nous sommes ravis que celui-ci ait reporté l'audience à lundi prochain pour voir plus clair. Parce que je suis convaincu que ces irrégularités sanctionneront la liste du RDPC. Après l'examen de ce dossier qui a donné lieu à un vif échange entre les partis, sans qu'on puisse établir qui de Joseph Téni Détio ou de Jean Téni Détio est le véritable candidat du RDPC, le Conseil constitutionnel a ordonné que l'intéressé comparaisse en personne le 19 mars prochain. On a traité notre candidat, qui existe bien, de candidat fictif. Et le tribunal nous a demandé de nous présenter avec lui lundi, ce que nous ferons. Nous avons accepté tous les verdicts qui ont été rendus. Pour les autres recours, 4 ont été jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Dame Saki Lamine, sénatrice sortante du RDPC dans l'extrême nord, n'a pas obtenu d'être réintégrée dans la liste de son parti. Même sort pour Zakari Ngwabamine, Valentin Ngono et Amadou Aïdjo qui sollicitaient respectivement le retrait de la candidature Valentin Ngono et Amadou Aïdjo qui sollicitaient respectivement le retrait de la candidature d'Isabelle Assoumou, épouse Tokpanou à l'Est, l'annulation des listes des autres partis politiques pour collision avec le RDPC et le respect des minorités dans la liste du RDPC à l'Ouest. Le Conseil constitutionnel est en train de nous apporter la bonne République. Ils lisent le droit. Je me suis pris mal dans ma requête. Et voilà pourquoi je n'obtiens pas, n'est-ce pas, gain de cause. En réalité, s'il fallait regarder, faire une requête, n'est-ce pas, vraiment liée à la Constitution, je crois qu'on allait pencher, n'est-ce pas, là-dessus. Le coup de théâtre est venu de l'affaire UNDP contre RDPC dans la Damawa. En fin de compte, le parti de Bello Bouba Maïgari
s'est désisté de son recours de voir invalider la candidature de Souadatou Diallo du RDPC pour acte de naissance réputé frauduleux. À l'issue de l'audience, l'UNDP ne s'est pas exprimé sur cette volte-face. Au regard de la conjoncture économique et les tensions de trésorerie, Paul Biya a réitéré au gouvernement ses prescriptions sur la réduction du train de vie de l'État, également la lutte contre la corruption. Le chef de l'État qui a présidé le conseil ministériel tenu ce matin au palais de l'Unité à Yaoundé sur la crise anglophone. Paul Biya pense que la création du ministère de la décentralisation et du développement local est une réponse politique à ce problème. Il a exigé que des propositions lui soient faites pour accélérer le processus de décentralisation face à la multiplication des crises sociales et sécuritaires, la pression qui monte sur le chef de l'État à l'approche de la présidentielle. Le chef de l'État a insisté sur l'urgence de finaliser la mise en œuvre des grands projets structurants du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance économique et du plan spécial jeune. Le chef de l'État qui s'est exprimé de la croissance économique et du plan spécial jeune. Le chef de l'État qui s'est exprimé lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais de l'Unité à Yaoundé. L'irrégularité observée durant les conseils ministériels, le dernier qui s'est tenu, c'était en 2015. 2 ans plus tard, pratiquement 3 ans après, le chef de l'État qui rencontre à nouveau des membres du gouvernement pour faire part de ses instructions. L'irrégularité dans ces rencontres est déjà considérée comme une contre-performance managériale pour le gouvernement et le régime Biya. C'est en tout cas l'analyse des acteurs politiques et acteurs économiques qui invitent le gouvernement à mettre fin à ce type de management. Évocation dans ce reportage signé Auréole Tchoumi. Après le remaniement de son gouvernement le 2 mars dernier, le chef de l'État a présidé ce 15 mars 2018 un conseil des ministres, une grande première depuis 3 ans. Le dernier en date remontait au 15 octobre 2015. Pour des analystes, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, cette gestion à distance de la République n'a que d'inconvénients. Il est évident que le travail gouvernemental soit encadré par une évaluation. Et cette évaluation se fait au niveau d'une concertation que le gouvernement peut avoir à l'intérieur, soit avec le chef du gouvernement, soit avec le chef de l'État. En d'autres termes, on appelle ça le conseil de ministres. Le conseil de 2015 était organisé dans un contexte de paralysie générale du pays. Le président avait alors parlé d'inertie. Dans ces conseils de ministres-là, doivent avoir normalement un calendrier pour être à mesure d'évaluer ce travail gouvernemental-là. Parce qu'on donne des orientations, il faut s'assurer que ces orientations ont été mises en pratique. Et là, on est convaincu que tel, au prochain remaniement, partira parce qu'il est incompétent. En dehors de ce lieu-là, chaque ministre est roi chez lui et chaque directeur est également roi telet dans sa direction. En dehors de ce lieu-là, chaque ministre est roi chez lui et chaque directeur est également droit telet dans sa direction. Les conséquences, c'est que le pays ne marche pas. Le conseil des ministres de ce 15 mars n'a pas vu tous ses invités présents. Certains étaient au conseil constitutionnel. Événement banal dans le calendrier politique du pays. Une question à la réponse évidente. Sur la qualité de nos conseils des ministres, généralement, c'est les communications du chef de l'État, c'est-à-dire que le chef de l'État vient en 15 minutes, 20 minutes, il fait une communication et c'est la fin du conseil des ministres. Or, les ministres devraient, n'est-ce pas, à cette occasion, faire part de leurs difficultés, faire part d'un certain nombre de propositions qui devraient être approuvées par ces conseils des ministres pour que, n'est-ce pas, l'action gouvernementale soit coordonnée. Ce n'est pas le cas chez nous. Il reste clair que pour la classe des affaires, le Cameroun devra aspirer à une nouvelle dynamique. Le fait que les conseils des ministres ne se tiennent pas régulièrement est un grand problème pour le Cameroun et ma foi, nous pensons qu'il faudrait arriver à changer le leadership et avoir un chef d'État qui pourra, n'est-ce pas, faire en sorte que tous ces débats-là se fassent pour que les Camerounais puissent bénéficier, n'est-ce pas, de ce que leur commune peut leur apporter. Conseil des ministres, prise de contact avec les entrants au gouvernement ou simple communication spéciale du chef de l'État, la réponse sur le coupon d'invitation envoyé aux invités. Nous analyserons cette irrégularité dans les rencontres entre les membres du gouvernement et le chef de l'État en deuxième partie de ce journal avec le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba, et l'invité du 20h ce jeudi.
Et je vous le disais, le président de la République du Cameroun est annoncé en Chine la semaine prochaine, selon un communiqué du directeur du cabinet civil. Paul Biya effectue une visite d'État prévue entre le 22 et 24 mars 2018 du côté de la Chine, où il doit rencontrer son homologue Xi Jinping. Le président de la République qui a félicité les personnalités promues au sein du gouvernement et celles qui ont été maintenues, estimant qu'elles ont mérité la confiance du président de la République, par contre, maintenues, estimant qu'elles ont mérité la confiance du président de la République. Par contre, des ex-ministres ont perdu le sommeil avec une ambiance lourde à Yaoundé en raison des fortes informations et rumeurs concernant un retour de l'opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption au Cameroun, l'ombre de l'épervier qui plane sur certaines personnalités. Quelle est l'ambiance à Yaoundé? Évocation avec Dizogo dans ce reportage. L'opération épervier est-elle de retour au Cameroun? Si aucun fait ne permet de l'affirmer, l'ambiance dans l'espace sociopolitique est pourtant rythmée d'annonces identiques à celles qu'on a souvent vues au plus fort de cette opération entre 2006 et 2009. En quelques jours, on a ainsi vu fleurir à travers les réseaux sociaux des sortes d'édits pris par le délégué général à la Sûreté nationale interdisant la sortie du territoire camerounais à nombre de personnalités du sérail. Parmi celles-ci, David Nkoteman, directeur général de la Cameroon Telecommunication, Camtel, et 6 de ses collaborateurs, Basile Atananakuna, ex-ministre de l'eau et de l'énergie, de même que Max Ayinaouanja, ex-secrétaire d'État aux travaux publics. Si aucun document de ce type ne vise Edgar Alain Mbongo, ex-ministre des Transports, et Jean-Baptiste Bokam, ex-secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, bien des rumeurs les annoncent pour le premier, privé de son passeport, et pour le second, sollicitant désormais l'asile politique en France. Au demeurant, aucune action n'ayant encore été définitivement engagée contre ces personnalités, c'est un peu l'expectative au sujet du retour de l'opération épervier. En revanche, ce mode opératoire n'est pas sans rappeler celui qui avait prévalu lors de la période incandescente de cette opération. Dans un scénario quasi identique à celui actuel, des personnalités visées, bien que dans un scénario quasi identique à celui actuel, des personnalités visées, bien que dans la ligne de mire, s'obstinaient à laisser entendre qu'il n'en était rien, initiaient même des procès contre leurs pourfendeurs, voire exhibaient devant la presse leur passeport qui leur avait été retourné, ou même encore s'offraient une grande interview sur le réseau des télévisions privées. Mais au final, elles étaient toutes rattrapées par le rapace impitoyable. Cette période ne semble pas si éloignée pour les potentielles nouvelles proies de l'opération épervier. Cette interdiction de sortie du territoire pour certaines personnalités augure-t-elle leur arrestation ou leur descente aux enfers ou encore un début d'un tourbillon judiciaire? Des avocats refutent cette thèse et s'interrogent sur la légalité de ces interdictions de sortie du territoire prononcées à l'encontre de certaines personnalités. Plus de détails avec Steve Eboulet et Kate Diarra. De nombreuses informations classées confidentielles se sont retrouvées ces derniers mois sur la place publique. La dernière en date portant interdiction de sortie du territoire national de certaines personnalités politiques enflamme les sujets de débat de nombreux Camerounais. Alors nous nous sommes rendus chez un professionnel de droit, Maître Célestin Kengoum, pour avoir des précisions sur ce sujet. Pour lui, les tests sont clairs. Des mesures comme l'interdiction de sortie du territoire peuvent être prises contre un individu à condition qu'une enquête soit au préalable ouverte. Les autorités chargées des enquêtes préliminaires, parce que nous sommes encore à la phase préliminaire, peuvent bien, afin de mener à bien les investigations, pour rassembler les pièces à conviction, les preuves nécessaires, peuvent donc prendre certaines mesures comme celle-là. Il s'agit d'une mesure qui intervient dans le cas des délits connexes et des crimes tels que l'atteinte à la fortune publique, mais des mesures qui ne sont pas faites pour durer. Ils n'ont pas vocation à conserver de telles mesures. Ils ne sont pas faites pour durer. Ils n'ont pas vocation à conserver de telles mesures pendant longtemps. Il faut vite rassembler les preuves et les transmettre au procureur de la République. En réalité, ce sont des choses qui se font en quelques jours.
Mais dans le contexte camerounais, on ne sait pas si cette médiatisation des interdictions participe d'un autre schéma, un agenda caché par exemple. La médiatisation de telles informations, selon Maître Célestin Kengoum, ne sera donc d'aucune utilité, la procédure en la matière étant connue. Si vous êtes déjà au stade des enquêtes préliminaires, on a quand même eu le temps de rassembler les preuves suffisantes pour conduire ces personnes devant le juge d'instruction ou devant le procureur de la République. Donc moi je considère cela un peu comme du folklore. Pour que les gens en parlent, ça fait le chou gras de la presse. Il est de notoriété publique. Peut-être ces gens bénéficient d'une présomption d'innocence. Mais quand vous avez des éléments, transmettez-les au procureur de la République pour qu'il décide de l'opportunité de poursuite. Et si c'est un cas de crime, il peut interpeller les personnes concernées et les transférer soit devant le juge d'instruction ou devant le tribunal criminel spécial. Il précise tout de même que l'individu à qui il est interdit de sortir du territoire peut, s'il le désire, engager une procédure afin que soit levée cette sanction. Et il peut saisir d'une requête le procureur de la République compétent pour la levée d'une telle mesure. Dans le reste de l'actualité, les droits des consommateurs sont bafoués au quotidien au Cameroun. Peu sensibilisés sur la qualité des produits à retrouver dans les espaces marchands, des ménagères se plaignent des produits et services qui leur sont offerts. La qualité et le client roi n'existent véritablement pas au Cameroun. La qualité et le client roi n'existe véritablement pas au Cameroun. Des plaintes enregistrées à l'occasion de la journée mondiale de protection des consommateurs. Reportage Flavien Valondongo. Au Cameroun, plusieurs espaces marchands sont inondés de produits avariés et contrefaits. Les consommateurs qui le révèlent redoutent les risques de maladies graves. C'est un danger pour ceux qui consomment, mais ils acceptent quand même. Parce que la majorité des Camerounais, donc pour eux, ils veulent la quantité et non la qualité. Quand le consommateur ne connaît pas vraiment les produits qu'il doit acheter et consommer, c'est là le véritable problème. Au sein de l'opinion intéressée par ces produits, la plupart ignorent la provenance de ces denrées mises à la disposition du grand public. Avec la récession économique actuelle, l'accent est davantage mis sur la qualité et non la quantité au sein de certaines familles. Ça dépend aussi des moyens, je vais dire, des moyens de tout un chacun. Si toi tu veux la quantité, tu aimes la quantité, tu vas acheter la quantité, tu n'auras même plus besoin de regarder la date de péremption. Pour ceux qui s'appellent la chinoise, qui seront embrouillés, ils seront embarrassés et ils vont l'acheter. Nous étions là en train de consommer des produits, on va dire contrefaits ou alors malsains pour notre santé. Pourtant, des associations de consommateurs existent, elles qui ont pour mission de défendre les droits des consommateurs. Mais à y voir de près, ces associations sont davantage à la solde des décideurs. Ils pourraient travailler dans la sérénité, mais à partir du moment où il faut qu'ils s'enrichissent. Ça, c'est vraiment autre chose. Je ne suis pas sûr que les associations aient au moins l'occasion de contrôler la qualité des produits qui entrent sur le territoire camerounais. Il y a des tonnes et des tonnes d'aliments qui entrent chaque jour. À la faveur de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs, le regard des populations vis-à-vis des associations de défense des droits des consommateurs semble de plus en plus différent. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, on est bouche cousue sur la question. Aucune explication donnée sur le constat fait par des consommateurs. Et les associations de défense des droits... Constat fait par des consommateurs. Et les associations de défense des droits des consommateurs expriment leur exaspération. Elles disent être méprisées et ignorées par le gouvernement malgré les nombreuses cris d'alerte sur les produits qui sont de mauvaise qualité. Le gouvernement ne se mobilise pas assez pour protéger les consommateurs. Pourtant, une femme vient d'être nommée à la tête du Conseil national de la consommation. Cette arrivée à la tête de cet organe consultatif peut-elle changer quelque chose? Élément de réponse avec Élisée Bogba et Ike Cyril. 2 ans après sa création, le 13 janvier 2016, le Conseil national de la consommation connaît un regain de vitalité, notamment avec la nomination de Jacqueline Kwa Alima Beyala au poste de présidente qui suscite de l'espoir chez les consommateurs.
Nous avons espoir, avec la venue de cette dame d'expérience, que beaucoup de choses vont être mises sur pied, parce que je tiens à rappeler que le Conseil national de la consommation n'a pas encore fini sa première mission. Le plaidoyer que les associations de défense des droits des consommateurs au sein du Conseil national de la consommation devraient faire auprès des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. L'espoir renaît, d'autant que sur le marché camerounais, les droits des consommateurs ne sont toujours pas respectés. Alors que c'est le consommateur qui est le cœur de l'économie dans un pays, les droits du consommateur ne sont pas respectés. Si on prend des exemples, par exemple de la proximité de certains produits qui ne sont pas toujours écoulés comme il le faut dans les conditions qui sont requises, la téléphonie mobile, vous savez que les coûts encore au Cameroun sont tellement élevés et les consommateurs qui sont tous les jours abusés parfois des soustractions de crédits de communication, parfois des SMS qui les perturbent, parfois des locations de crédits de communication, parfois des SMS qui les perturbent, parfois des réseaux qui n'est jamais de bonne qualité. Donc je vais dire en grosso modo que les droits des consommateurs ne sont pas respectés au Cameroun, ils sont bafoués. Au moment où se célèbre la journée des droits des consommateurs, un accent est mis sur la santé du consommateur et la qualité des produits consommés. Nous avons fait des tests de dépistage sur le paludisme, l'hypertension et la glycémie. On aura quand même donné quelques bribes pour pouvoir déjà faire attention aux règles élémentaires d'hygiène et maintenant maîtriser, avoir quelques outils pour pouvoir manipuler les aliments, parce que la manipulation aussi des aliments, lorsqu'elle est mal faite, elle joue beaucoup sur la consommation de ces aliments qui peut être nocif dans notre organisme. Rendre les marchés du numérique plus justes, c'est le thème de la journée des droits des consommateurs célébrée dans le monde. Le Cameroun a prolongé le débat en y ajoutant des notions de santé avec des tests de dépistage organisés à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7e. Au-delà des droits des consommateurs, la protection des enfants se pose avec acuité au Cameroun. Une dame suspectée d'enlèvement d'enfants a été interpellée dans le 3e arrondissement de Douala. Elle était en compagnie d'une fillette qu'elle aurait enlevée à la sortie des classes. Le récit des faits avec Innocent Abega et Gladys Sidi. La petite Dumo Francesca, âgée d'à peine 4 ans, a échappé de peu à un enlèvement selon ses parents. Élève dans une école située non loin du rond-point Dakar, elle aurait été amenée de force par une dame qui l'aurait récupérée à la sortie de l'école le mercredi 14 mars. Elle est venue sur la moto avec un enfant de la maternelle. Bon, elle voulait venir me vendre les herbes. J'ai dit que non, va plutôt chez l'enfant de la maternelle. Bon, elle voulait venir me vendre les herbes. J'ai dit que non, va plutôt chez la maman là. Elle est partie, elle a déposé l'enfant par terre. Et puis, elle a détaché son foulard, attaché la tête de l'enfant avec. Maintenant, elle a déposé l'enfant. Elle a enlevé l'arbre de pain, mettre dans le sac de l'enfant. Bon, et puis maman qui était ici hier qui a dit que non, la femme qui vient ici, elle n'a pas d'enfant. L'enfant, c'est peut-être que voler l'enfant quelque part. Maintenant, on a appelé la police est venue prendre l'enfant pour amener au commissariat. Elle aussi, elle est partie derrière. Vendeuse à la criée, la nommée Ngara Hélène, dont le comportement a été jugé suspect, a été dénoncée à la police par des commerçantes à qui elle était venue proposer ses marchandises au marché Dakar. C'est pas son enfant. C'était son enfant, c'est qu'elle n'a pas couvert les yeux avec le foulard, avec l'arbre de pain, elle couvrait les yeux. Elle a seulement volé cet enfant. Si elle ne volait pas cet enfant, elle ne veut pas couvrir le paille, et tient couvrir la face, qu'on ne voit pas la face de l'enfant. Les parents de la fillette n'en reviennent toujours pas, puisque l'école est située à quelques mètres de la maison. Dans la salle de classe de l'enfant, ils sont 3, même maison. Et tous, généralement, comme ils sont là à deux pas de la maison, ils sortent ensemble. Ils attendent leur grand frère, ils partent à la maison. Mais hier, quand ils sortent, jusqu'ici, personne ne peut comprendre ce qui s'est passé afin que l'enfant soit ravi. C'est quand nous sommes rentrés avec l'enfant, les voisins l'ont vu, c'est là où un père a dit qu'il a vu comment on enlevait l'enfant.
que la femme, quand elle a vu l'enfant, elle a dit que oh, l'enfant de ma soeur, elle a embrassé l'enfant porté, monté sur la moto et parti. Les parents de Francesca ont déposé une plainte au commissariat du 8e arrondissement contre la nommée Ngara Hélène. La mise en cause aurait présenté du 8e arrondissement contre la nommée Ngara Hélène. La mise en cause aurait présenté des signes de démence lors de son interrogatoire, ce qui a poussé les responsables du commissariat à autoriser son admission à l'hôpital La Cantini de Douala pour vérification de son état de démence. Seul le diagnostic établi par les médecins déterminera la suite de l'affaire. Parlons encore de la journée internationale des droits des femmes, une journée qui a eu une résonance particulière. Ici, à Equinox Télévision, les femmes du groupe Equinox et la Nouvelle Expression ont été édifiées. Tout d'abord sur les droits et les devoirs des femmes en entreprise. Ensuite, une série d'activités à meubler cette journée internationale des droits des femmes consacrée pour le personnel féminin du groupe Equinox et la Nouvelle Expression. Reportage Nadine Guafo, Séverin Chouban et Nadine Yambou. Cette année encore, les femmes du groupe La Nouvelle Expression et Equinox ont choisi de célébrer à leur manière la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Tout a commencé avec la participation à un tournoi amical de football disputé avec les autres femmes de médias issues de la capitale économique Douala le 3 mars 2018 au stade Sopo-Priso. Conscientes de la place de choix qu'elle occupe en entreprise, les dames du groupe se sont retrouvées autour des experts de questions de droit pour évoquer de la problématique de leurs droits et devoirs en entreprise, parfois source de conflits entre employeurs et employés. Toutes les femmes enceintes ayant déjà des enfants ou comme moi n'en ayant pas encore doivent maîtriser l'article 84 de notre code du travail. Parce que c'est ça, il régit, lui et les articles qui suivent, ils régissent tout ce qui concerne le volet de la femme enceinte. C'est l'employé qui vient avec son premier bulletin pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce but pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce bulletin-là que la DAF peut constater que mon employé est enceinte. On ne constate pas la grossesse de l'employé parce qu'elle crache. Dans notre contexte, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme qui travaillent. Les deux disposent des mêmes droits. Sauf que dans certains cas, il y a des droits qui sont reconnus à la femme et qui ne sont pas reconnus aux hommes. Notamment vos congés maternité. Quand vous accouchez, vous avez le droit à un congé maternité. Ce n'est pas une faveur que l'employeur vous fait. Pour toi de le faire. Tout comme des moments d'émulation et de partage qui ont permis au personnel féminin du groupe La Nouvelle Expression et Equinox de puiser à bonne source afin de savoir comment se comporter en milieu professionnel. On retient que toute femme salariée devrait connaître le code du travail. On gagnera à lire les articles, on gagnera à être sensibilisé tout sur nos devoirs, également sur nos droits quand on est salarié. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons le devoir de donner le potentiel, le maximum de nous, et l'employeur a le droit de nous donner, de nous écouter en contrepartie. I've come to know that being a woman and being pregnant and working in a company, it does not make you a handicapped in that particular company that you are working with. And that being a woman, you don't need a timing or rules and regulations to guide your matrimonial duties or your family and how to build your family. Soucieuse de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise, Florence Makoudjou, directrice administrative et financière, se réjouit de ce partage d'expérience et appelle toutes ses collaboratrices à mettre en application ces enseignements reçus. Je crois qu'au sorti d'ici, mes collaboratrices, je parle du genre, elles ont retenu de très bonnes choses, en l'occurrence leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'employé, de l'entreprise. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Cette volonté de la direction générale du groupe Equinox et Nouvelle Expression de rassembler la gente féminine pour débattre des préoccupations de l'heure est une initiative louable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter les responsables de cette maison qui ont compris que la journée du 8 mars, ce n'est pas une fête
du folklore pour la femme. C'est une fête pour que la femme réfléchisse sur sa propre condition. En réalité, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous ne connaissez pas vos propres droits, cela fait problème. Ça a été une très belle idée que les femmes réfléchissent sur un thème d'entreprise en se disant quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je crois qu'à la fin, nous avons toutes été édifiées de ce que chacune devrait faire pour être mieux dans son travail et pour que son patron soit davantage à l'aise d'avoir recruté une personne comme elle. La présence, comme chaque année, de quelques hommes a permis d'agrémenter et d'apporter une coloration particulière à cette célébration. Passé le temps des réflexions, les dames se sont retrouvées pour partager en toute convivialité un buffet gracieusement offert par la direction générale. Des moments de fou rire, de joie et de détente ont ponctué ces instants. Les femmes ont laissé les plateaux de télévision, radio et même bureaux pour certaines pour se livrer à divers jeux. Donc pour les sociétés qui sont là, c'est qui vont manger ici. Tels que le concours de danse ou encore les défilés de mode. Julingue Nyondé, présentatrice des Paroles de femmes, a remporté le deuxième prix de la meilleure tenue du 8 mars. Julingue Nyondé, présentatrice des Paroles de femmes, a remporté le deuxième prix de la meilleure tenue du 8 mars. C'est donc sur une note de satisfaction que les femmes du groupe se sont séparées après avoir esquissé quelques pas de danse. Le rendez-vous est pris pour le 8 mars 2019. Elles sont charmantes, ces dames du groupe Equinox, la nouvelle expression. Un public reportage à présent, l'établissement de microfinance Renaprof qui s'offre un siège de luxe au quartier Eliguefa à Yaoundé, un joyau architectural qui est inauguré au moment où cette entreprise a reçu un prix d'excellence décerné il y a quelques jours à Yaoundé. Reportage. Le voici, le siège flambant neuf de Renaprof Finance SA. L'immeuble se dresse majestueusement au quartier Eliguefa, à un jet de pierre, du non moins célèbre marché Mokolo. Plus spacieux et plus confortable, il offre de meilleures conditions de travail au personnel et un cadre des plus agréables à l'aimable clientèle. Superficie 325 mètres carrés, 2 étages avec plus de 20 bureaux. Le personnel se déploie au quotidien pour donner à notre clientèle des services, des produits qui vont nous permettre et leur permettre de pouvoir collaborer et croître pour que notre entreprise, notre Cameroun, soit toujours émergent. Désormais doté d'un siège digne de sa réputation, Renaprof Finance SA peut poursuivre sereinement sa montée en puissance et sa contribution significative à la lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté. Un engagement citoyen que vient de reconnaître le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun à travers la remise d'un diplôme d'excellence. De la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans l'expertise de la microfinance. De la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans l'expertise de la microfinance, la promotion de l'épargne et du crédit, le soutien aux entreprises et aux couches défavorisées, la lutte contre le chômage, la pauvreté à travers le financement des micro-projets, la fidélité aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent. Une bonne cerise sur le succulent gâteau que constitue l'acquisition de ce nouveau siège. Je sens ému, mais beaucoup plus engagé, n'est-ce pas, pour continuer ce travail que je considère comme étant un sacerdoce qui nous permet de sortir cela, parce qu'ayant été pauvre, je connais ce que c'est que la pauvreté, pour sortir ceux-là qui sont hors du circuit financier, pour qu'ils deviennent des véritables agents économiques et surtout citoyens épanouis. À partir de maintenant, je comprends que ce que je faisais hier, qui était considéré comme étant tout simplement un leurre, aujourd'hui, les uns les autres reconnaissent que c'est un travail qui permet d'asseoir le bien-être
dans la vie de la majorité de ces Camerounais-là qui n'ont besoin que d'avoir un avenir meilleur. Créé en 1996, Renapro Finance SA se positionne comme un acteur majeur de la microfinance au Cameroun dans l'offre d'une gamme de services et produits financiers innovants adaptés aux besoins de toutes les couches de la société. Renapro Finance SA met à la disposition de sa clientèle les produits de banque, c'est-à-dire l'octroi des crédits et l'épargne. Mais spécifiquement, Renapro Finance SA a son produit phare que l'on appelle SPMC, entendez, solidarité aux opérateurs que l'on appelle SPMC, entendez, solidarité aux opérateurs de petits métiers et du petit commerce. Comme vous le savez, nous sommes un établissement de microfinance et notre cible principale, ce sont les petits épargnants que l'on appelle vulgairement les sauveteurs. Et si vous avez bien constaté, nous sommes basés à Mokolo, qu'on appelle Mokolo et Liguefa, parce que tout autour de nous, il y a des petits épargnants que Renapro Finance SA a pour leitmotiv de sortir ces petits épargnants en les accompagnant par des crédits qu'on octroie au quotidien, en les accompagnant afin que demain, dans l'avenir, qu'ils soient des opérateurs, des agents économiques qui vont permettre le développement du Cameroun. La finance en toute confiance pour un engagement de proximité dans la durée. Tel est le slogan de Renapro Finance SA, l'établissement de microfinance qu'il vous faut. Le président de la République du Cameroun, sous pression, réitère ses instructions au gouvernement, à savoir la réduction du train de vie de l'État, la finalisation de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique et surtout des solutions urgentes pour éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Mais l'irrégularité de la rencontre entre Paul Biya et son gouvernement est de plus en plus critiquée. On en parle dans une poussière de seconde. Je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire du PURS. Vous avez suivi sur Equinox Télévision les comptes rendus concernant ce conseil ministériel qui s'est tenu au palais de l'Unité. Le chef de l'État qui estime que la création du ministère de la décentralisation et du développement local est une réponse à la crise du ministère de la décentralisation et du développement local est une réponse à la crise anglophone. Pensez-vous que ce département ministériel peut apporter des solutions à cette crise? C'est un saupoudrage encore du chef de l'État et une mauvaise foi aux problèmes réels du Cameroun. Vous savez, la crise anglophone ne va pas se résoudre par la création d'un nouveau ministère. Déjà qu'il faut noter que ce ministère nouvellement créé existait dans l'ancienne configuration du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc aujourd'hui, créer ce nouveau poste encore, c'est tout simplement de la mauvaise foi. La crise anglophone est une rupture du vivre ensemble camerounais. Il faut le comprendre. Ça a à voir avec notre histoire. Et la solution à cette crise ne va pas se résoudre ainsi. Nous l'avons d'ailleurs proposé au sein du PURS. La solution définitive à cette crise sera dans le système éducatif. Mais avant cela, il faut créer un cadre de dialogue qui permettra tout au moins une légère sortie de crise, afin que nous puissions implémenter donc la refondation du système éducatif pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux et de créer, n'est-ce pas, ce véritable amour pour la nation, ce véritable amour qui nous permettra de vivre ensemble et de partager ce qui nous est Depuis plus 2 ans cher. que cette crise anglophone a pris des tournures inquiétantes. Il y a des voix de l'opposition, de la communauté internationale et même la société civile qui appelle au dialogue. Et de l'autre côté, le chef de l'État qui, lui, insiste sur le caractère indivisible de l'État du Cameroun et sur, bien sûr, la décentralisation dont il a annoncé l'accélération. Est-ce que cette stratégie du président de la République peut éteindre les braises ardentes de cette crise anglophone? Écoutez, le chef de l'État n'a pas une solution magique
à apporter à la crise anglophone. Écoutez, le chef de l'État n'a pas une solution magique à apporter à la crise anglophone. Il faut savoir qu'il est à l'origine de la crise anglophone. Il ne faut pas ignorer que la crise anglophone aujourd'hui est non seulement une crise d'élite, mais c'est une crise avec notre histoire, comme je le disais tout à l'heure, et c'est une crise qui a connu des précédents. Et l'actuel chef de l'État, avec la plupart des personnes qui sont autour de lui, ont été là quand tout commençait. Depuis les années 60, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Et ils ne sont plus en mesure d'apporter des solutions pratiques à cette crise. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous invitons nos frères anglophones à se mettre, à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin qu'ensemble nous puissions donner une nouvelle configuration au Cameroun. Justement, le chef de l'État n'ignore pas cette pression sociale et ces grogne qui se multiplient à travers le Cameroun. Il a, une fois de plus, lors de ce conseil ministériel, demandé au gouvernement de finaliser la mise en œuvre des projets structurants, d'accélérer le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, mais aussi le plan spécial jeune. Cela fait de nombreuses années qu'on parle de ces différents programmes économiques. Quelle est l'évaluation que vous faites et leur impact sur le quotidien des populations? Alors, si vous prenez le discours du chef de l'État depuis 2011, vous allez vous rendre compte que c'est un discours, ces termes reviennent, ils sont récurrents. Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça bloque? Nous souffrons d'une véritable crise de management. Et au Cameroun, comme vous le savez, les ministres qui sont des exécutants et qui observent le chef de l'État qui, lui, ne respecte pas les prescriptions de la Constitution. Vous savez que l'article 66 demande à toute autre personne étant dans l'administration de déclarer ses biens. Le chef de l'État n'a pas respecté cela. Les ministres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant des exécutants, ils ne peuvent pas aussi suivre une véritable ligne qui est donnée par celui-ci. Ils ne peuvent pas aussi suivre une véritable ligne qui est donnée par celui-ci, sachant que lui ne respecte pas ce qui est prescrit par la Constitution. Ce matin a parlé d'un gouvernement qui doit relever le pari de la performance, rechercher l'intérêt général et l'efficacité. Lorsqu'on parle du pari de la performance d'un gouvernement, ça renvoie tout de suite à la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de l'efficacité, ça renvoie à la bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous savez que plus de 63% des Camerounais vivent sans eau au Cameroun. C'est-à-dire plus de 80% sans électricité. Alors, comment est-ce que nous pouvons attendre? Est-ce que nous pouvons encore attendre de ceux qui sont là quelque chose de nouveau pour ce Cameroun? La réponse est non. Justement, parmi les projets sur lesquels le président de la République a insisté dans son discours lors de ce conseil ministériel, il y a le parachèvement du deuxième pont sur le Vouri, qui est un enjeu important pour le développement économique du Cameroun. Vous qui êtes installé à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, là où se déroulent ces travaux d'aménagement de la pénétrante ouest et du deuxième pont sur le Vouri, comment vous appréciez l'impact de ce projet infrastructurel? Alors, il faut déjà dire que nous souffrons beaucoup de ce côté-là et tous ceux qui empruntent ce chemin souffrent beaucoup. On a annoncé à grande pompe un deuxième pont, mais il n'en est pas un. Il n'en est pas. On a un pont sur le Vouri. Vous savez que l'autre pont a été tout simplement remplacé. Maintenant, on va attendre certainement la fin des travaux en 2019 pour voir à quoi ça ressemblera. Mais nous avons toujours dit que ce pont ne va pas résoudre le problème du désengorgement de la ville, de la pénétrante. Pour quelle raison? Pourtant, on a vu le gouvernement miser sur la construction de ce pont avec des aménagements secondaires qui ont été faits à la fois du côté du rond-point d'Edo, mais aussi du côté de Bonasama pour faciliter et fluidifier la circulation. Écoutez, les aménagements qui ont été faits ne sont pas pour faciliter et fluidifier la circulation. Écoutez, les aménagements qui ont été faits ne sont pas suffisants. Et ça, vous le savez. Et vous savez qu'on a toujours dit, pour résoudre ce problème au niveau de Bonabéry, il faut avoir une autre voie de contournement qui passera forcément par Bonamoussadi ou Makepe et qui longera le fleuve de ce côté-là. Mais ce pont uniquement ne peut pas être une solution au désengorgement, n'est-ce pas, de cette pénétrante-là. Le président de la République a également insisté sur la réduction du train de vie de l'État. Peut-on parler d'une réduction du train de vie de l'État et garder
ce gouvernement qui a une 60aine de ministres, Serge Espoir Matomba? Non, vous savez, le président lui-même n'est pas un exemple. Le contribuable camerounais paye une suite au président de la République tous les jours dans un hôtel à Genève et plusieurs chambres pour plusieurs de ses ministres. Il n'est pas un exemple en cela. Et on parle d'une 60aine de ministères. Et vous savez qu'avec des personnes assimilées, nous avons près de 299 personnes. Et lorsque vous regardez la prise en charge de ces hauts cadres de l'État, nous sommes dans un gaspillage sans précédent. Mais comment comprendre que depuis de nombreuses années, le chef de l'État appelle à la réduction du train de vie de l'État? Il a réitéré aujourd'hui avec un ton ferme. Qu'est-ce qui explique la non-application des instructions présidentielles? Il ne s'agit pas de la non-application. Le chef de l'État tient des discours qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il ne met pas sur pied des mécanismes qui vont accompagner ces discours. Parce que les discours, en réalité, il ne les pense pas conformément à la réalité. Les discours, il les tient pour faire plaisir. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas un exemple. S'il voulait résoudre le problème du train de vie de l'État, il serait déjà un exemple, le chef de l'État. Et les autres suivront forcément. Justement, le président de la République, avec ce conseil ministériel qui s'est tenu ce mois... Justement, le président de la République, avec ce conseil ministériel qui s'est tenu ce mois de mars 2018, le dernier date de 2015... Comment vous appréciez les rencontres entre le chef de l'État et les membres du gouvernement, rencontres au cours desquelles il y a juste une communication spéciale du chef de l'État et la rencontre est terminée? Le 14 décembre 2014, le chef de l'État a tenu un conseil de ministres qui a duré 25 minutes. En octobre 2015, pareil. Aujourd'hui, le conseil de ministres a duré pratiquement 7 minutes pour une lecture et des prescriptions du chef de l'État. Il pouvait tout simplement envoyer par fax ou envoyer un courrier, comme il a envoyé des invitations à ses ministres, leur envoyer des courriers dans leurs différents bureaux, parce qu'ils prennent toute une demi-journée pour venir écouter un discours pendant 7 minutes. Je crois que nous sommes plus dans une farce, dans une grosse blague qu'un conseil des ministres où le chef de l'État tient un monologue et les autres ministres n'ont rien à dire. Quelle devait être la réalité? Les proches et partisans du régime estiment qu'il y a déjà un conseil de cabinet qui se tient tous les mois entre le Premier ministre et les membres du gouvernement, des rencontres au cours desquelles les ministres ont la possibilité d'exposer bien sûr les problématiques concernant la gouvernance au Cameroun et reçoivent les instructions du chef du gouvernement qui lui-même les a prises chez le président de la République. Écoutez, dans un conseil des ministres, c'est un échange. C'est un échange, ce sont des propositions et ce sont des grandes décisions qui sont prises. N'oubliez pas que le chef de l'État est le numéro 1. Il est le chef du gouvernement, même si nous avons un premier ministre. Il est celui qui décide. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et que lorsque vous assistez dans un conseil de ministres où les ministres n'ont pas droit à la parole, peuvent juste écouter des instructions et partir, ne pas soulever des polémiques qui ne peuvent pas être résolues au niveau du Premier ministre, c'est un problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de management? Est-ce que le président de la République estime... C'est un problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de management? Est-ce que le président de la République estime qu'il a des collaborateurs qui échangent au quotidien avec ses ministres? Est-ce que cet argumentaire tient, selon vous? Il faut juste dire que le président est un mauvais manager. Si le président était un bon manager, le Cameroun n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Justement, il y a une crise économique qui touche le Cameroun avec le FMI qui suit de près les ajustements effectués par le gouvernement. Dans ce contexte-ci, on est en début d'année 2018. Pensez-vous que tous les engagements du gouvernement vis-à-vis des couches sociales camerounaises pourront être tenus? Elles n'ont jamais été tenues. Ce ne sera pas une nouveauté qu'elles ne soient pas tenues. Vous savez, comme je l'ai dit, nous souffrons d'une véritable crise de management. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, n'ont plus la capacité de diriger ce pays. Et nous les invitons à prendre de façon, avec beaucoup d'honneur, leur retraite. Merci Serge Espoir Matomba. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du PURS. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard social présenté par Eric Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne.
Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la pression monte sur le chef de l'État face à la multiplication des crises sociales, économiques et sécuritaires. Paul Biya insiste sur l'urgence de finaliser la mise en œuvre de grands projets structurants, également trouver des solutions urgentes à la crise anglophone. Le chef de l'État a réitéré ses instructions de réduction du train de vie de l'État au gouvernement. C'était lors du conseil ministériel qui s'est tenu ce matin au Palais de l'Unité. 2 ans après les assises du même genre, l'irrégularité dans la tenue de ce conseil ministériel suscite des critiques au sein de l'opinion publique. Vous écouterez des acteurs économiques et politiques se prononcer à ce sujet dans ce journal. Sénatorial 2018, le destin des candidats RDPC dans la région de l'Ouest est entre les mains du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur l'un des candidats controversés appelés à se présenter lors de la prochaine audience du contentieux préélectoral, dont la toute première s'est tenue ce jour. La quintessence et compte rendu de cette audience est à suivre en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, le destin des candidats RDPC au sénatorial dans la région de l'Ouest est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Cette instance a exigé la comparution du candidat controversé lors de la prochaine audience du contentieux préélectoral prévu lundi prochain, le SDF qui conteste l'existence légale de l'un des candidats RDPC dans la liste qui a été donc rendu public pour être en compétition pour les RDPC dans la liste qui a été donc rendu public pour être en compétition pour les 7 sièges de sénateurs dans la région du littoral. De son côté, l'UNDP a désisté à la dernière minute lors de cette première audience du contentieux préélectoral qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Compte rendu, Gizogo. Il faudra attendre le 19 mars prochain pour être fixé sur le sort réservé à la liste du RDPC au sénatorial 2018 dans la région de l'Ouest Cameroun. Le Conseil constitutionnel a opté pour un avant-dire droit au sujet de la requête du SDF qui sollicitait que la liste du RDPC soit invalidée du fait du caractère fictif du candidat Joseph Téni Détio. Nous sommes ravis que celui-ci ait reporté l'audience à lundi prochain pour voir plus clair. Parce que je suis convaincu que ces irrégularités sanctionneront la liste du RDPC. Après l'examen de ce dossier qui a donné lieu à un vif échange entre les partis, sans qu'on puisse établir qui de Joseph Téni Détio ou de Jean Téni Détio est le véritable candidat du RDPC, le Conseil constitutionnel a ordonné que l'intéressé comparaisse en personne le 19 mars prochain. On a traité notre candidat, qui existe bien, de candidat fictif. Et le tribunal nous a demandé de nous présenter avec lui lundi, ce que nous ferons. Nous avons accepté tous les verdicts qui ont été rendus. Pour les autres recours, 4 ont été jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Dame Saki Lamine, sénatrice sortante du RDPC dans l'extrême nord, n'a pas obtenu d'être réintégrée dans la liste de son parti. Même sort pour Zakari Ngwabamine, Valentin Ngono et Amadou Aïdjo qui sollicitaient respectivement le retrait de la candidature Valentin Ngono et Amadou Aïdjo qui sollicitaient respectivement le retrait de la candidature d'Isabelle Assoumou, épouse Tokpanou, à l'Est, l'annulation des listes des autres partis politiques pour collusion avec le RDPC et le respect des minorités dans la liste du RDPC à l'Ouest. Le Conseil constitutionnel est en train de nous apporter la bonne République. Ils lisent le droit. Je me suis pris mal dans ma requête et voilà pourquoi je n'obtiens pas, n'est-ce pas, gain de cause. En réalité, s'il fallait regarder, faire une requête, n'est-ce pas, vraiment liée à la Constitution, je crois qu'on allait pencher, n'est-ce pas, là-dessus. Le coup de théâtre est venu de l'affaire UNDP contre RDPC dans la Damawa. En fin de compte, le parti de Bello Bouba Maïgari
c'est désister de son recours de voir invalider la candidature de Souadatou Diallo du RDPC pour acte de naissance réputé frauduleux. À l'issue de l'audience, l'UNDP ne s'est pas exprimé sur cette volte-face. Au regard de la conjoncture économique et les tensions de trésorerie, Paul Biya a réitéré au gouvernement ses prescriptions sur la réduction du train de vie de l'État, également la lutte contre la corruption. Le chef de l'État qui a présidé le conseil ministériel tenu ce matin au palais de l'Unité à Yaoundé sur la crise anglophone. Paul Biya pense que la création du ministère de la décentralisation et du développement local est une réponse politique à ce problème. Il a exigé que des propositions lui soient faites pour accélérer le processus de décentralisation face à la multiplication des crises sociales et sécuritaires, la pression qui monte au sujet du retour de l'opération Épervier. En revanche, ce mode opératoire n'est pas sans rappeler celui qui avait prévalu lors de la période incandescente de cette opération. Dans un scénario quasi identique à celui actuel, des personnalités visées, bien que dans un scénario quasi identique à celui actuel, des personnalités visées, bien que dans la ligne de mire, s'obstinaient à laisser entendre qu'il n'en était rien, initiaient même des procès contre leurs pourfendeurs, voire exhibaient devant la presse leur passeport qui leur avait été retourné, ou même encore s'offraient une grande interview sur le réseau de télévision privée. Mais au final, elles étaient toutes rattrapées par le rapace impitoyable. Cette période ne semble pas si éloignée pour les potentielles nouvelles proies de l'opération Épervier. Cette interdiction de sortie du territoire pour certaines personnalités augure-t-elle leur arrestation ou leur descente aux enfers ou encore un début d'un tourbillon judiciaire? Des avocats refutent cette thèse et s'interrogent sur la légalité de ces interdictions de sortie du territoire prononcées à l'encontre de certaines personnalités. Plus de détails avec Steve Eboulet et Kate Diarra. De nombreuses informations classées confidentielles se sont retrouvées ces derniers mois sur la place publique. La dernière en date, portant interdiction de sortie du territoire national de certaines personnalités politiques, enflamme les sujets de débat de nombreux Camerounais. Alors nous nous sommes rendus chez un professionnel de droit, Maître Célestin Kengoum, pour avoir des précisions sur ce sujet. Pour lui, les tests sont clairs, des mesures comme l'interdiction de sortie du territoire peuvent être prises contre un individu à condition qu'une enquête soit au préalable ouverte. Les autorités chargées des enquêtes préliminaires, parce que nous sommes encore à la phase préliminaire, peuvent bien, afin de mener à bien les investigations, pour rassembler les pièces à conviction, les preuves nécessaires, peuvent donc prendre certaines mesures comme celle-là. Il s'agit d'une mesure qui intervient dans le cas des délits connexes et des crimes tels que l'atteinte à la fortune publique, mais des mesures qui ne sont pas faites pour durer. Ils n'ont pas vocation à conserver de telles mesures. Ils ne sont pas faites pour durer. Ils n'ont pas vocation à conserver de telles mesures pendant longtemps. Il faut vite rassembler les preuves et les transmettre au procureur de la République. En réalité, ce sont des choses qui se font en quelques jours. Mais dans le contexte camerounais, on ne sait pas si cette médiatisation des interdictions participe d'un autre schéma, un agenda caché par exemple. La médiatisation de telles informations, selon Maître Célestin Kengoum, ne sera donc d'aucune utilité, la procédure en la matière étant connue. Si vous êtes déjà au stade des enquêtes préliminaires, on a quand même eu le temps de rassembler les preuves suffisantes pour conduire ces personnes devant le juge d'instruction ou devant le procureur de la République. Donc moi je considère cela un peu comme du folklore. Pour que les gens en parlent, ça fait le chou gras de la presse. Il est de notoriété publique. Peut-être ces gens bénéficient d'une présomption d'innocence. Mais quand vous avez des éléments, transmettez-les au procureur de la République pour qu'il décide de l'opportunité de poursuite. Et si c'est un cas de crime, il peut interpeller les personnes concernées et les transférer soit devant le juge d'instruction ou devant le tribunal criminel spécial. Il précise tout de même que l'individu à qui il est interdit de sortir du territoire peut, s'il le désire, engager une procédure afin que soit levée
cette sanction. Et il peut saisir d'une requête le procureur de la République compétent pour la levée d'une telle mesure. Dans le reste de l'actualité, les droits des consommateurs sont bafoués au quotidien au Cameroun. Peu sensibilisés sur la qualité des produits à retrouver dans les espaces marchands, des ménagères se plaignent des produits et services qui leur sont offerts. La qualité et le client roi n'existent véritablement pas au Cameroun. La qualité et le client roi n'existe véritablement pas au Cameroun. Des plaintes enregistrées à l'occasion de la Journée mondiale de protection des consommateurs. Reportage Flavien Valondongo. Au Cameroun, plusieurs espaces marchands sont inondés de produits avariés et contrefaits. Les consommateurs qui le révèlent redoutent les risques de maladies graves. C'est un danger pour ceux qui consomment, mais ils acceptent quand même. Parce que la majorité des Camerounais, donc pour eux, ils veulent la quantité et non la qualité. Quand le consommateur ne connaît pas vraiment les produits qu'il doit acheter et consommer, c'est là le véritable problème. Au sein de l'opinion intéressée par ces produits, la plupart ignorent la provenance de ces denrées mises à la disposition du grand public. Avec la récession économique actuelle, l'accent est davantage mis sur la qualité et non la quantité au sein de certaines familles. Ça dépend aussi des moyens, je vais dire, des moyens de tout un chacun. Si toi tu veux la quantité, tu aimes la quantité, tu vas acheter la quantité, tu n'auras même plus besoin de regarder la date de péremption. Pour ceux qui s'appellent la chinoise, qui seront embrouillés, ils seront embarrassés et ils vont l'acheter. Nous étions là en train de consommer des produits, on va dire contrefaits ou alors malsains pour notre santé. Pourtant, des associations de consommateurs existent, elles qui ont pour mission de défendre les droits des consommateurs. Mais à y voir de près, ces associations sont davantage à la solde des décideurs. Ils pourraient travailler dans la sérénité, mais à partir du moment où il faut qu'ils s'enrichissent, ça c'est vraiment autre chose. Je ne suis pas sûr que les associations aient au moins l'occasion de contrôler la qualité des produits qui entrent sur le territoire camerounais. Il y a des tonnes et des tonnes d'aliments qui entrent chaque jour. À la faveur de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs, le regard des populations. L'enfant, elle a dit que l'enfant de ma soeur, elle a embrassé l'enfant porté, monté sur la moto et parti. Les parents de Francesca ont déposé une plainte au commissariat du 8e arrondissement contre la nommée Ngara Hélène. La mise en cause aurait présenté du 8e arrondissement contre la nommée Ngara Hélène. La mise en cause aurait présenté des signes de démence lors de son interrogatoire, ce qui a poussé les responsables du commissariat à autoriser son admission à l'hôpital La Cantini de Douala pour vérification de son état de démence. Seul le diagnostic établi par les médecins déterminera la suite de l'affaire. Parlons encore de la journée internationale des droits des femmes, une journée qui a eu une résonance particulière. Ici, à Equinox Télévision, les femmes du groupe Equinox et la Nouvelle Expression ont été édifiées. Tout d'abord sur les droits et les devoirs des femmes en entreprise. Ensuite, une série d'activités à meubler cette journée internationale des droits des femmes consacrée pour le personnel féminin du groupe Equinox et la Nouvelle Expression. Reportage Nadine Guafo, Séverin Chouban et Nadine Yambou. Cette année encore, les femmes du groupe La Nouvelle Expression et Equinox ont choisi de célébrer à leur manière la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Tout a commencé avec la participation à un tournoi amical de football disputé avec les autres femmes de médias issues de la capitale économique Douala le 3 mars 2018 au stade Sopo-Priso. Conscientes de la place de choix qu'elle occupe en entreprise, les dames du groupe se sont retrouvées autour des experts de questions de droit pour évoquer de la problématique de leurs droits et devoirs en entreprise, parfois source de conflits entre employeurs et employés. Toutes les femmes enceintes ayant déjà des enfants ou comme moi n'en ayant pas encore doivent maîtriser l'article 84 de notre Code du travail. Parce que c'est ça, il régit, lui et les articles qui suivent, ils régissent tout ce qui concerne le volet de la femme enceinte. C'est l'employé qui vient avec son premier bulletin pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce but pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce bulletin-là que la DAF peut constater que mon employé est enceinte. On ne constate pas la grossesse de l'employé parce qu'elle crache
Dans notre contexte, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme qui travaillent. Les deux disposent des mêmes droits. Sauf que dans certains cas, il y a des droits qui sont reconnus à la femme et qui ne sont pas reconnus aux hommes. Notamment vos congés maternité. Quand vous accouchez, vous avez le droit à un congé maternité. Ce n'est pas une faveur que l'employeur vous fait. Pour toi de le faire. Tout comme des moments d'émulation et de partage qui ont permis au personnel féminin du groupe La Nouvelle Expression et Equinox de puiser à bonne source afin de savoir comment se comporter en milieu professionnel. On retient que toute femme salariée devrait connaître le code du travail. On gagnera à lire les articles, on gagnera à être sensibilisé tout sur nos devoirs, également sur nos droits quand on est salarié. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons le devoir de donner le potentiel, le maximum de nous, et l'employeur a le droit de nous donner, de nous écouter en contrepartie. I've come to know that being a woman and being pregnant and working in a company, it does not make you a handicapped in that particular company that you are working with. And that being a woman, you don't need a timing or rules and regulations to guide your matrimonial duties or your family and how to build your family. Soucieuse de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise, Florence Makoudjou, directrice administrative et financière, se réjouit de ce partage d'expérience et appelle toutes ses collaboratrices à mettre en application ces enseignements reçus. Je crois qu'au sorti d'ici, mes collaboratrices, je parle du genre, elles ont retenu de très bonnes choses, en l'occurrence leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'employé, de l'entreprise. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Cette volonté de la direction générale du groupe Equinox et Nouvelle Expression de rassembler la gente féminine pour débattre des préoccupations de l'heure est une initiative louable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter les responsables de cette maison qui ont compris que la journée du 8 mars, ce n'est pas une fête du folklore pour la femme. C'est une fête pour que la femme réfléchisse sur sa propre condition. En réalité, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous ne connaissez pas vos propres droits, cela fait problème. Ça a été une très belle idée que des femmes réfléchissent sur un thème d'entreprise en se disant quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je crois qu'à la fin, nous avons toutes été édifiées de ce que chacune devrait faire pour être mieux dans son travail et pour que son patron soit davantage à l'aise d'avoir recruté une personne comme elle. La présence, comme chaque année, de quelques hommes a permis d'agrémenter et d'apporter une coloration particulière à cette célébration. Passé le temps des réflexions, les dames se sont retrouvées pour partager en toute convivialité un buffet gracieusement offert par la direction générale. Des moments de fou rire, de joie et de détente ont ponctué ces instants. Les femmes ont laissé les plateaux de télévision, radio et même bureaux pour certaines pour se livrer à divers jeux. Vis-à-vis des associations de défense des droits des consommateurs, semble de plus en plus différent. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, on est bouche cousue sur la question. Aucune explication donnée sur le constat fait par des consommateurs. Et les associations de défense des droits... Constat fait par des consommateurs. Et les associations de défense des droits des consommateurs expriment leur exaspération. Elles disent être méprisées et ignorées par le gouvernement malgré les nombreuses cris d'alerte sur les produits qui sont de mauvaise qualité. Le gouvernement ne se mobilise pas assez pour protéger les consommateurs. Pourtant, une femme vient d'être nommée à la tête du Conseil national de la consommation. Cette arrivée à la tête de cet organe consultatif peut-elle changer quelque chose? Élément de réponse avec Élisée Bogba et Ike Cyril. 2 ans après sa création, le 13 janvier 2016, le Conseil national de la consommation connaît un regain de vitalité, notamment avec la nomination de Jacqueline Kwa Alima Beyala au poste de présidente qui suscite de l'espoir chez les consommateurs.
Nous avons espoir, avec la venue de cette dame d'expérience, que beaucoup de choses vont être mises sur pied, parce que je tiens à rappeler que le Conseil national de la consommation n'a pas encore fini sa première mission. Le plaidoyer que les associations de défense des droits des consommateurs au sein du Conseil national de la consommation devraient faire auprès des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. L'espoir renaît, d'autant que sur le marché camerounais, les droits des consommateurs ne sont toujours pas respectés. Alors que c'est le consommateur qui est le cœur de l'économie dans un pays, les droits du consommateur ne sont pas respectés. Si on prend des exemples, par exemple de la proximité de certains produits qui ne sont pas toujours écoulés comme il le faut dans les conditions qui sont requises, la téléphonie mobile, vous savez que les coûts encore au Cameroun sont tellement élevés et les consommateurs qui sont tous les jours abusés parfois des soustractions de crédits de communication, parfois des SMS qui les perturbent, parfois des locations de crédits de communication, parfois des SMS qui les perturbent, parfois des réseaux qui met jamais de bonne qualité. Donc je vais dire en grosso modo que les droits des consommateurs ne sont pas respectés au Cameroun, ils sont bafoués. Au moment où se célèbre la journée des droits des consommateurs, un accent est mis sur la santé du consommateur et la qualité des produits consommés. Nous avons fait des tests de dépistage sur le paludisme, l'hypertension et la glycémie. On aura quand même donné quelques bribes pour pouvoir déjà faire attention aux règles élémentaires d'hygiène et maintenant maîtriser, avoir quelques outils pour pouvoir manipuler les aliments, parce que la manipulation aussi des aliments, lorsqu'elle est mal faite, elle joue beaucoup sur la consommation de ces aliments qui peut être nocif dans notre organisme. Rendre les marchés du numérique plus justes, c'est le thème de la journée des droits des consommateurs célébrée dans le monde. Le Cameroun a prolongé le débat en y ajoutant des notions de santé avec des tests de dépistage organisés à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7e. Au-delà des droits des consommateurs, la protection des enfants se pose avec acuité au Cameroun. Une dame suspectée d'enlèvement d'enfants a été interpellée dans le 3e arrondissement de Douala. Elle était en compagnie d'une fillette qu'elle aurait enlevée à la sortie des classes. Le récit des faits avec Innocent Abega et Gladys Sidi. La petite Dumont Francesca, âgée d'à peine 4 ans, a échappé de peu à un enlèvement selon ses parents. Élève dans une école située non loin du rond-point Dakar, elle aurait été amenée de force par une dame qui l'aurait récupérée à la sortie de l'école le mercredi 14 mars. Elle est venue sur la moto avec un enfant de la maternelle. Bon, elle voulait venir me vendre les herbes. J'ai dit que non, va plutôt chez l'enfant de la maternelle. Bon, elle voulait venir me vendre les herbes. J'ai dit que non, va plutôt chez la maman là. Elle est partie, elle a déposé l'enfant par terre. Et puis, elle a détaché son foulard, attaché la tête de l'enfant avec. Maintenant, elle a déposé l'enfant. Elle a enlevé l'arbre de pain, mettre dans le sac de l'enfant. Bon, c'est une maman qui était ici hier qui a dit que non, la femme qui vient ici, elle n'a pas d'enfant. L'enfant, c'est peut-être que voler l'enfant quelque part. Maintenant, on a appelé la police est venue prendre l'enfant pour amener au commissariat. Elle aussi, elle est partie derrière. Vendeuse à la criée, la nommée Ngara Hélène, dont le comportement a été jugé suspect, a été dénoncée à la police par des commerçantes à qui elle était venue proposer ses marchandises au marché Dakar. C'est pas son enfant. C'était son enfant, c'est qu'elle n'a pas couvert les yeux avec le foulard, avec l'arbre de pain, elle couvrait les yeux. Elle a seulement volé cet enfant. Si elle ne volait pas cet enfant, elle ne veut pas couvrir le paille, et tient couvrir la face, qu'on ne voit pas la face de l'enfant. Les parents de la fillette n'en reviennent toujours pas, puisque l'école est située à quelques mètres de la maison. Dans la salle de classe de l'enfant, ils sont 3, même maison. Et tous, généralement, comme ils sont là à deux pas de la maison, ils sortent ensemble. Ils attendent leur grand frère, ils partent à la maison. Mais hier, quand ils sortent, jusqu'ici, personne ne peut comprendre ce qui s'est passé afin que l'enfant soit ravi. C'est quand nous sommes rentrés avec l'enfant, les voisins l'ont vu, c'est là où un père a dit qu'il a vu comment on enlevait l'enfant.
que la femme, quand elle a... Sur le chef de l'État, à l'approche de la présidentielle, le chef de l'État a insisté sur l'urgence de finaliser la mise en œuvre des grands projets structurants du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance économique et du plan spécial jeune. Le chef de l'État qui s'est exprimé de la croissance économique et du plan spécial jeune. Le chef de l'État qui s'est exprimé lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au Palais de l'Unité à Yaoundé. L'irrégularité observée durant les conseils ministériels, le dernier qui s'est tenu, c'était en 2015, 2 ans plus tard, pratiquement 3 ans après, le chef de l'État qui rencontre à nouveau des membres du gouvernement pour faire part de ses instructions. L'irrégularité dans ces rencontres est déjà considérée comme une contre-performance managériale pour le gouvernement et le régime Biya, c'est en tout cas l'analyse des acteurs politiques et acteurs économiques qui invitent le gouvernement à mettre fin à ce type de management. Évocation dans ce reportage signé Auréole Tchoumi. Après le remaniement de son gouvernement le 2 mars dernier, le chef de l'État a présidé ce 15 mars 2018 un conseil des ministres, une grande première depuis 3 ans. Le dernier en date remontait au 15 octobre 2015. Pour des analystes, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette gestion à distance de la République n'a que d'inconvénients. Il est évident que le travail gouvernemental soit encadré par une évaluation. Et cette évaluation se fait au niveau d'une concertation que le gouvernement peut avoir à l'intérieur, soit avec le chef du gouvernement, soit avec le chef de l'État. En d'autres termes, on appelle ça le conseil de ministres. Le conseil de 2015 était organisé dans un contexte de paralysie générale du pays. Le président avait alors parlé d'inertie. Dans ces conseils de ministres-là, doivent avoir normalement un calendrier pour être à mesure d'évaluer ce travail gouvernemental-là. Parce qu'on donne des orientations, il faut s'assurer que ces orientations ont été mises en pratique. Et là, on est convaincu que tel, au prochain remaniement, partira parce qu'il est incompétent. En dehors de ce lieu-là, chaque ministre est roi chez lui et chaque directeur est également roi telet dans sa direction. En dehors de ce lieu-là, chaque ministre est roi chez lui et chaque directeur est également droit telet dans sa direction. Les conséquences, c'est que le pays ne marche pas. Le conseil des ministres de ce 15 mars n'a pas vu tous ses invités présents. Certains étaient au conseil constitutionnel. Événement banal dans le calendrier politique du pays. Une question à la réponse évidente. Sur la qualité de nos conseils des ministres, généralement, c'est les communications du chef de l'État, c'est-à-dire que le chef de l'État vient en 15 minutes, 20 minutes, il fait une communication et c'est la fin du conseil des ministres. Or, les ministres devraient, n'est-ce pas, à cette occasion, faire part de leurs difficultés, faire part d'un certain nombre de propositions qui devraient être approuvées par ces conseils des ministres pour que, n'est-ce pas, l'action gouvernementale soit coordonnée. Ce n'est pas le cas chez nous. Il reste clair que pour la classe des affaires, le Cameroun devra aspirer à une nouvelle dynamique. Le fait que les conseils des ministres ne se tiennent pas régulièrement est un grand problème pour le Cameroun et ma foi, nous pensons qu'il faudrait arriver à changer le leadership et avoir un chef d'État qui pourra, n'est-ce pas, faire en sorte que tous ces débats-là se fassent pour que les Camerounais puissent bénéficier, n'est-ce pas, de ce que leur commune peut leur apporter. Conseil des ministres, prise de contact avec les entrants au gouvernement ou simple communication spéciale du chef de l'État, la réponse sur le coupon d'invitation envoyé aux invités. Nous analyserons cette irrégularité dans les rencontres entre les membres du gouvernement et le chef de l'État en deuxième partie de ce journal avec le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba, est l'invité du 20h ce jeudi. Et je vous le disais, le président de la République du Cameroun est annoncé en Chine la semaine prochaine, selon un communiqué du directeur du cabinet civil. Paul Biya effectue une visite d'État prévu entre le 22 et 24 mars 2018 du côté de la Chine, où il doit rencontrer son homologue Xi Jinping. Le président de la République qui a félicité les personnalités promues au sein du gouvernement et celles qui ont été maintenues, estimant qu'elles ont mérité la confiance du président de la République, par contre, maintenues, estimant qu'elles ont mérité la confiance du président de la République. Par contre, des ex-ministres ont perdu le sommeil avec une ambiance lourde à Yaoundé en raison des fortes informations et rumeurs concernant un retour de l'opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption au Cameroun. L'ombre de l'épervier qui plane sur certaines personnalités. Quelle est l'ambiance
à Yaoundé. Évocation avec Dizogo dans ce reportage. L'opération Épervier est-elle de retour au Cameroun? Si aucun fait ne permet de l'affirmer, l'ambiance dans l'espace sociopolitique est pourtant rythmée d'annonces identiques à celles qu'on a souvent vues au plus fort de cette opération entre 2006 et 2009. En quelques jours, on a ainsi vu fleurir à travers les réseaux sociaux des sortes d'édits pris par le délégué général à la Sûreté nationale interdisant la sortie du territoire camerounais à nombre de personnalités du Sérail. Parmi celles-ci, David Nkoteman, directeur général de la Cameroon Telecommunication, Camtel, et 6 de ses collaborateurs, Basile Atananakuna, ex-ministre de l'eau et de l'énergie, de même que Max Ayinaouanja, ex-secrétaire d'État aux travaux publics. Si aucun document de ce type ne vise Edgar Alain Mbongo, ex-ministre des Transports, et Jean-Baptiste Bokam, ex-secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, bien des rumeurs les annoncent pour le premier, privé de son passeport, et pour le second, sollicitant désormais l'asile politique en France. Au demeurant, aucune action n'ayant encore été définitivement engagée contre ces personnalités, c'est un peu l'expectative